Bonjour à tous. Vous entendez avec le micro? C'est bon au fond? Ok. Eh bien, merci d'être parmi nous ce matin en nombre. Je vois qu'on fait tomber le mythe des événements de juillet qui peinent à mobiliser. D'ailleurs, on a un peu placé ce mois de juillet au niveau de nos événements sur le ton du climat, puisqu'on s'était réunis la semaine dernière. Certains étaient déjà parmi nous pour parler climat avec la méthodologie ACT, dont les premières formations étaient dispensées il y a peu de temps d'ailleurs. On fait partie des premières sociétés formées à cette méthodologie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'alignement en fait, des stratégies d'entreprise par rapport à la trajectoire 2 degrés. Donc ça permet d'aller au-delà de la comptabilité carbone et des bilans carbone sur des évaluations de stratégie. Et pour boucler la boucle, on voulait parler de compensation carbone ce matin. On remercie aussi nos intervenants qui ont répondu présents et je pense qu'ils sont aussi responsables de cette audience aujourd'hui. Je vais laisser vous présenter chacun. L'idée de la matinée, en fait, c'est de faire un tour d'horizon pour reposer le contexte de la compensation carbone. C'est un sujet qui, je pense, est plus ou moins compris parce que pas forcément évident. Donc, on va essayer de repositionner le contexte et de le clarifier. On va avoir aussi des intervenants d'un opérateur de compensation carbone et autres projets avec Pure Projet. On va avoir des témoignages d'entreprises aussi, puisque l'idée c'est bien évidemment de partager sur les bonnes pratiques que l'on peut retrouver. Et on fera un focus sur les projets en France avec le label bas carbone. C'est bon, c'est bon. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être aussi nombreux. Alors pour me présenter en 2 mots, je suis Justin Perrault, je travaille à l'ONG GERES, que certains connaissent peut-être. C'est une ONG de solidarité internationale, de développement qui a une 40aine d'années, qui travaille sur les questions d'énergie en priorité, ce qui nous a amené à mener des projets qui ont généré des crédits carbone, à s'intéresser à la compensation et à être pionnier de la compensation carbone avec la plateforme CO2 solidaire. Ça vous dit quelque chose aussi. Voilà, et on a à côté de ça notre plateforme Infocompensation Carbone qui nous a été une demande du ministère du Développement durable de l'époque et de l'ADEME pour informer justement, faire de la vulgarisation sur ces sujets qui sont très compliqués pour en tout cas le grand public. Et voilà, donc le GRS est basé à Aubagne. Je descends juste du train, donc si j'ai du mal à parler, soyez indulgents s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous, Claudine Fouchereau, je suis chef de projet sur le secteur agricole au sein d'I4C, l'Institut de l'économie pour le climat. Et j'ai notamment co-coordonné le projet Vocal qui a permis d'aboutir au label bas carbone, le cadre de certification nationale volontaire qui est maintenant porté par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, je suis Aurélien Cartal, je représente Pure Projet aujourd'hui. Donc Pure Projet, c'est un porteur de projet qui fait des projets de compensation carbone, qui a été fondé il y a plus de 10 ans par Tristan Lecomte. Et on a des projets très diversifiés partout dans le monde. On travaille surtout sur de la régénération d'écosystèmes dégradés. Et donc je présenterai un petit peu notre approche et notre manière de travailler. Voilà. Ah oui, et je suis l'expert, enfin la personne responsable de la certification carbone sur ces projets. La partie un peu plus technique de comment on quantifie les émissions, les réductions d'émissions de CO2 de nos activités. Bonjour, je suis Nathalie Ponce, je suis directrice générale adjointe chez Havas Paris, qui est une agence de communication du groupe Havas. Et en fait, dans mon périmètre, je gère et je pilote la politique RSE en fait, au sein de l'agence. Bonjour, moi je suis Valérie Richard, je suis responsable RSE chez BETC, qui est une agence du groupe Havas également. Et donc je suis en charge de l'implémentation de la RSE au sein de cette agence et de sa promotion.
Merci. Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par ça. Moi, je suis Benjamin Kester, je suis un des fondateurs d'EcoDev et je porte les sujets climat-énergie depuis presque 10 ans. Donc aussi bien sur la partie conseil que sur la partie déploiement et puis compensation carbone. On va, si vous voulez bien, on va essayer de tenir sur une présentation jusqu'à peu près 10 heures. Comme ça pourra nous laisser des temps d'échange avec la salle. Justin va commencer pour poser le contexte. Comme tu disais, vous avez vocation à démocratiser le sujet qui est compliqué. Donc si tu peux nous débroussailler un petit peu tout ça. On va débroussailler. Alors oui, c'est exactement ce que je vous disais. Oh, t'inquiète, ouais, je vais bien. Ouais, je vais rester debout. Alors je vais juste revenir sur la slide précédente. Voilà, donc nous, notre rôle, ça va vraiment être d'informer et d'apporter une information à peu près claire, précise sur tous les sujets qui sont liés à la compensation, mais aussi sur les marchés carbone, sur tout en fait ces mécanismes qui permettent de donner un prix sur le carbone. Et donc on interagit en particulier avec le public le plus complexe, qui est en fait le grand public amateur qui n'a aucune connaissance de ces sujets. Et vu que c'est notre travail, pédagogie, je vous ai remis les 3 grandes questions qu'on nous pose le plus. La compensation, en fait, mais qu'est-ce que c'est ? Comment on fait pour que ça marche ? Et est-ce que ça marche surtout ? Donc ça, c'est la grosse question. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ça nous pousse à remonter très très loin et c'est un peu regrettable, mais on est toujours obligé de le dire encore aujourd'hui. Oui, il y a une urgence climatique. Oui, elle est liée aux émissions de CO2 d'origine humaine, CO2 et autres gaz à effet de serre. Et oui, il y a un vrai risque d'emballement climatique, puisqu'on a un taux de CO2 dans l'atmosphère qui est record depuis près de 3 millions d'années, certains, donc c'est plus qu'inédit dans l'histoire de l'humanité. On a un réchauffement qui est déjà de plus d'1 degré depuis la période pré-industrielle. Donc voilà, il y a quand même des sujets de préoccupation un peu importants. Et toutes les conséquences que cela va engendrer, qu'on commence déjà à percevoir dans nos pays d'intervention en tant que ONG de développement. On est en Asie centrale, en Asie du Sud-Est, en Afrique de l'Ouest. Et peut-être qu'ici, on ne se rend pas immédiatement compte de la réalité du changement climatique. Nous, on commence à voir que la fonte des glaciers du Tadjikistan, les précipitations en Asie du Sud-Est, les sécheresses au Mali, ça commence à poser des vrais gros problèmes pour les populations. Donc toutes ces conséquences-là qu'il faut vraiment avoir en tête pour toutes nos actions. Et aussi l'idée qu'en fait, nous, la France, pays industrialisé, on a quand même une responsabilité dans tout ce qui se passe depuis 150 ans. Et on doit être à la hauteur de cette responsabilité. Donc c'est un des leviers que la compensation va permettre d'actionner pour justement être à la hauteur de cette responsabilité et réduire notre impact. Et donc là-dessus, je vous ai mis le GIEC, mais de toute façon, tout le monde depuis une quarantaine d'années, on sait ce qu'il faut faire. Hein. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre au maximum chez nous et accroître les puits de carbone au maximum partout pour réussir à enfin faire baisser la courbe des émissions de CO2. Donc voilà, c'est un rappel qu'on est quand même obligé de faire tout le temps parce que c'est pas naturel pour tout le monde. Je pense qu'ici dans la salle, tout le monde est à peu près convaincu que bon, climat, il se passe quelque chose. Voilà, donc qu'est-ce que c'est la compensation ? C'est quelque chose qui va nous permettre de réduire les émissions et d'accroître les puits de carbone, justement, pour répondre à cette urgence climatique. Voilà. Et ben pour faire ça, voilà, comment on fait ? L'idée, ça va être de donner un coût donc, aux émissions de CO2, un signal prix qui va permettre des changements de pratiques. Pour qui que ce soit, on ne parle pas juste d'entreprise, on va parler d'individus, on va parler de collectivités. Le but du jeu, c'est vraiment de donner un signal pour dire, voilà, au bout d'un moment, la pratique bas carbone va être plus intéressante parce que ça va coûter cher d'émettre du CO2. Et donc, la compensation a des mécanismes qui va permettre de faire ça, tout en soutenant à côté des projets bas carbone qui vont permettre de réduire des émissions ou d'en séquestrer, avec l'idée d'avoir des co-bénéfices, puisque c'est aussi un enjeu de solidarité internationale, le changement climatique. On est, nous, responsables de ce que des populations plus vulnérables qui sont pour rien sont en train de subir.
Donc être à la hauteur avec des co-bénéfices aussi sociaux pour la biodiversité, soutenir des projets vraiment globaux qui ont des impacts très positifs sur leur milieu. Et donc, dans ce contexte-là, on commence à se rendre compte qu'il y a une urgence, qu'il faut agir vite sur ces deux leviers, réduire, accroître les puits de carbone, avec ces moyens de donner un coup aux émissions de CO2 et de soutenir des projets bas carbone. Il y a eu différents mécanismes qui sont développés dans le contexte du protocole de Kyoto, qui commence déjà un petit peu à dater, qui a plus de 20 ans en tout cas pour les négociations. Je vous ai un peu résumé sur cette slide les mécanismes principaux. Donc ça vous donne aussi une idée de ce qu'on fait chez Info Compensation Carbone. On a plusieurs schémas comme ça qui vont permettre de comprendre un peu les enjeux qu'il y a autour de la compensation. Bon, il est un petit peu daté celui-ci, ça a un petit peu changé depuis. Mais voilà, bon, j'ai pas besoin à mon avis de vous expliquer comment marche la taxe carbone. On a suffisamment parlé dernièrement, je pense. Vous avez en haut les marchés du carbone, donc le marché européen notamment. Bon, ça s'est un peu cassé la margoulette, comme on dit chez moi, mais c'est en train de sérieusement remonter. Et le prix de la tonne est des records régulièrement. Il est à 26-28 € la tonne de carbone émise sur ce marché européen. Ça commence à devenir intéressant, il va y avoir des réformes, ça va être un sujet à suivre. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les mécanismes de compensation, donc surtout avec, sous Kyoto, les mécanismes de développement propre et de mise en œuvre conjointe qui permettaient, sous l'égide des Nations Unies, justement, de mener ces projets de compensation. Voilà, donc mécanisme de développement propre, c'est pour un acteur d'un pays industrialisé mener un projet bas carbone dans un pays en développement et de récupérer des crédits pour ça, qui vont ensuite servir à compenser ces émissions. La mise en œuvre conjointe, on en parle moins, c'était entre pays déjà développés, donc c'est plus tout ce qui est technologie de séquestration pour capter du carbone. Et ben là aussi, on voit que ça s'est cassé la margoulette. Donc voilà, c'est la grosse réflexion actuelle sur l'accord de Paris. Et finalement, il reste la compensation volontaire, qui est depuis plusieurs années, qui connaît un Juste avant, excuse-moi, tu peux peut-être pour les non-initiés expliquer le quota d'émission pour être sûr de bien comprendre la différence avec les mécanismes. Ok, oui. Alors, le quota d'émission, l'idée, c'est qu'on plafonne les émissions d'un secteur d'activité, d'une entreprise à un certain niveau. Tous les ans, ce niveau va baisser progressivement. Le but du jeu, si on peut dire, c'est de rester en dessous des émissions qui nous sont allouées. Si on dépasse, il va falloir trouver un moyen de compenser ce qui est dépassé en soit rachetant les quotas des entreprises qui sont restées en dessous de ce qui est alloué, ou alors en allant acheter des crédits sur les projets de compensation bas carbone. Donc l'idée, voilà, c'est de plafonner, faire en sorte que petit à petit le plafond descende pour inciter de plus en plus entreprises, surtout les entreprises, à adopter des pratiques bas carbone, puisque ça devient de plus en plus cher d'émettre. On doit acheter une tonne de carbone qui est de plus en plus rare ailleurs, donc qui est de plus en plus cher. Et ça ne marche pas si la tonne de carbone est à 5 €. Vous n'avez aucune incitation à adopter des pratiques et à investir dans du bas carbone. Ou alors, il faudra un petit moment. Si la tonne de carbone est comme c'est envisagé à 30, 50 €, là oui, ça devient beaucoup plus problématique d'émettre. Et donc, ça devient beaucoup plus intéressant et compétitif d'investir dans des technologies bas carbone. Voilà, je ne sais pas s'il y aura des questions, je pense qu'on verra par la suite. Bien. Et ça concerne les grands consommateurs d'énergie. Voilà, si on parle du marché européen, en tout cas, qui est le premier marché qui a vu le jour, oui, c'est principalement sur la production d'énergie. Après, il y a des marchés qui se développent un peu partout dans le monde. Il y a une dynamique qui est intéressante, donc ça va être à suivre. Il y a plein de réalités complètement différentes de partout. Donc ça aussi, on essaye un peu de débroussailler avec InfoCC. Voilà, je pense les verriers, les cimentiers. Voilà. Et oui, puis quelques lignes d'aviation aussi en interne, même si ça c'est un autre sujet. Je ne sais pas s'il y a des questions, on verra après, j'imagine. Voilà, donc focus sur la compensation volontaire qui, depuis 2008, je vous ai mis ces deux graphes simplement pour montrer que ça marche fort, puisque en 10 ans, alors vous avez en haut les crédits qui ont été générés et ceux qui ont été achetés, on va dire, retirés du marché. Donc dans tous les cas, ça augmente très fort.
C'est lié à, on va dire, la simplicité sur la compensation volontaire. Il n'y a pas le cadre est allégé le plus possible. Il y a des standards de certification quand même, pour pas faire n'importe quoi. Vous achetez un crédit, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Donc il y a des standards qui vont certifier, notamment le Gold Standard. Si vous êtes un peu familier, ça doit vous dire quelque chose. Et voilà, donc c'est quelque chose qui marche très fort. On entend de plus en plus parler de compensation. C'est aussi, il me semble, parce que le sujet de la neutralité est revenu au devant de la scène complètement depuis, on va dire, une grosse année, j'ai l'impression, surtout avec le dernier rapport du GIEC, qui a remis vraiment la neutralité au cœur de la table. Maintenant, on entend parler partout, qu'on soit un État, qu'on soit un territoire, une entreprise, tout le monde veut faire sa neutralité. Et on ne peut pas faire de neutralité sans compenser, puisque la logique de la compensation, ça va être de mesurer ses émissions, réduire au maximum et compenser ce qui est incompressible. Et c'est ces crédits qui vont normalement permettre de le faire ou qui le permettaient jusque-là. Le petit problème et la critique qu'on a pu faire, c'est que, alors c'est pas très visible, mais voilà, le prix de la tonne, en fait, il est très bas sur les projets volontaires. Et on a toujours cette question de se dire, mais est-ce que ça permet vraiment des changements de pratique? Est-ce que vous êtes incité à réduire au maximum vos émissions quand vous pouvez compenser à très peu cher? Donc heureusement, il y a des gens très bien comme Ecodev et Pure Projet qui vous disent mais si, réduisez à fond, faites des efforts, on vous aide. Donc voilà, mais c'est quand même la petite critique de la compensation volontaire. Il y en a d'autres aussi sur l'efficacité des projets menés. Voilà, on n'est pas sûr qu'à chaque fois, il y ait vraiment du carbone séquestré ou évité. C'est de plus en plus surveillé quand même, les standards font du boulot. Donc on essaye aussi de garder un œil là-dessus. Je ne sais pas si c'est tout ce que je voulais vous dire sur le sujet. Voilà, oui, il me semble. Voilà, donc dire que face à l'échec de Kyoto, c'est vraiment la compensation volontaire qui s'impose de plus en plus. Avec ses réussites, comme on peut voir, ça permet d'éviter et de séquestrer en tout cas de plus en plus d'émissions, avec ses échecs et ses questions aussi sur le sérieux des projets. On va dire que ça va aller de plus en plus dans le bon sens, dans tous les cas. Et voilà. Ouais, et il me reste un dernier slide. Voilà, ça c'est pour faire un petit focus sur ce qui se passe en France. C'est quelque chose que faisait InfoCC, c'est un bilan un peu tous les ans de la compensation carbone en France. Puisque dans le monde, mais sur le marché français. Voilà, parce que on verra ça par la suite avec le label bas carbone, justement. Il n'y avait pas en France, vraiment, on ne pouvait pas mener un projet qui permettait de compenser sur le sol français. C'est en train de changer. Mais oui, on avait en fait en France des experts du sujet, on avait des porteurs de projets bas carbone à l'étranger, on avait des opérateurs qui permettaient de vendre, enfin on avait tout, sauf des projets sur le sol français. Donc nous, on regardait ce qui se passait à l'étranger, pour combien ça permettait d'éviter et à quel prix, voilà, sur quel standard. On essayait de donner un panorama un peu de ce qui se passait auprès des acteurs français. Le dernier, il a été fait en 2016, donc ça va changer. On va essayer d'en relancer un pour l'année qui vient, avec aussi une veille de l'information, de l'actualité sur tous ces sujets du carbone. Donc je vous invite vraiment à nous suivre, on est un peu de partout, sur les Twitter, les Facebook, sur notre site, à poser vos questions s'il y en a, soit on verra à la fin, mais directement sur le site, à moi. On est là pour ça aussi, et puis s'il y a besoin d'explications, n'hésitez pas à nous solliciter pour quoi que ce soit, et voilà, je répondrai avec plaisir à vos questions à la fin. Merci beaucoup. Merci Justin. Je vais quitter pendant quelques minutes ma casquette d'animateur pour prendre celle que j'ai chez Ecodev. Comme dirait mon associé, on est un do-tank depuis 10 ans, donc on n'est pas des développeurs de projets. On accompagne les entreprises dans la mesure, dans la réduction et dans la compensation. Donc on a vu en fait pas mal de bonnes pratiques et de choses à éviter, donc on voulait les partager aujourd'hui, au risque d'être un petit peu lourd, parce que Justin l'a déjà évoqué, mais je vais le redire, et je crois qu'Aurélien le redira aussi. La bonne démarche, c'est vraiment mesurer, réduire, compenser. Et pour nous, le principal, c'est quand même le point du milieu, c'est l'aspect réduction. Il faut vraiment
améliorer ses pratiques, d'autant plus que on est, comme vous l'avez sûrement entendu, sur un sujet qui fait parfois polémique. D'une part parce qu'il y a de l'incompréhension, c'est assez complexe. On a entendu parler de fraude à la TVA sur le marché des quotas à hauteur de 2 milliards, je crois, d'euros. On entend, comme tu le disais également, est-ce que les projets séquestrent vraiment? Et puis l'argent, quand je l'envoie à l'autre bout du monde, est-ce qu'il est vraiment utilisé à compenser? Donc pour se légitimer et puis vraiment ne pas avoir le retour de boomerang, parce qu'on entend souvent parler de droit à polluer. Comme je peux compenser, je me permets un petit peu tout et puis j'investirai dans des projets de compensation. Si l'effort de réduction est vraiment là et que celui-ci, vous le communiquez, vous le chiffrez, vous l'objectivez, globalement, on peut se protéger des effets boomerang, comme je le disais. J'entends aussi beaucoup d'entreprises qui me disent « Ah nous, notre impact est quand même assez lourd. On émet beaucoup de CO2 par notre activité et de ce fait, je ne peux pas compenser l'intégralité de mes émissions. » C'est pas grave, parce que globalement, vous êtes dans une démarche complètement volontaire. Donc, mieux vaut faire un peu que pas du tout. L'idée, c'est juste d'être transparent dans sa communication et de dire qu'on a compensé partiellement. Alors on peut dire qu'on a compensé son scope 1 et 2 pour ceux qui connaissent la méthode bilan carbone. Je donnerai des exemples tout à l'heure d'autres entreprises qui l'ont fait de manière partielle. Dans tous les cas, c'est une bonne initiative et il ne faut pas avoir honte de le faire. Autre point de vigilance qui est aussi lié au point précédent, c'est la communication sur le sujet. Bien évidemment, quand on s'engage dans une démarche complètement volontaire et louable, on a envie de le dire, on a envie de le communiquer auprès de ses collaborateurs, on a envie de le communiquer auprès de ses parties prenantes à l'externe. Et oui, bien évidemment, il faut communiquer. Après, il faut tout simplement communiquer à la hauteur de ses engagements. Si on compense ça et qu'on communique tout ça, globalement, on se ment un petit peu à soi-même et on ment aux autres. Et à l'inverse, il y a des entreprises qui font le choix de très peu communiquer sur un très fort engagement. C'est bien évidemment leur droit, mais bien évidemment, l'inverse n'est pas forcément une bonne initiative. Je vais même vous raconter une anecdote. J'ai eu la joie, il y a 3 ans, 4 ans, je ne me souviens plus, de recevoir un courrier de la répression des fraudes qui me demandait à venir nous rencontrer puisque l'un de nos clients avait mené une campagne de compensation, très louable d'ailleurs, avec un bel engagement et qui avait beaucoup communiqué sur le sujet. Et bien en fait, il y a un principe qui s'appelle le respect de ces allégations environnementales, qui est tout simplement justement contrôlé par la répression des fraudes et qui va venir vérifier en fait si ce que vous dites a bien été réalisé. Donc globalement, je vais passer une demi-journée avec eux pour expliquer la genèse du projet, comment ça s'est passé, justifier les factures, justifier que les crédits avaient été bien achetés. Alors, c'est arrivé une fois en 10 ans, hein, c'est pas commun, mais c'est quand même regarder de près. Justin, on a parlé brièvement également. Il y a une certaine amplitude dans les typologies et dans les prix de projets. Donc j'invite vraiment ceux qui se penchent sur le sujet de la compensation à bien regarder ce qu'il y a derrière. Il y a compensation et compensation. Ça paraît assez logique quand on voit un grand écart de prix à la tonne. Je vais faire en arrondissant allant de 5 à 30 €. Bien évidemment, il ne se passe pas les mêmes choses derrière. Donc il y a une notion de qualité des projets, qualité au sens environnemental et aussi une notion de qualité par les co-bénéfices associés et notamment les co-bénéfices sur l'aspect socio-environnemental. Donc ça, c'est vraiment très important. Tristan, qui est le fondateur de Pure Projet, parle souvent comme si la notion de fair trade en fait dans la compensation carbone, en disant en dessous d'un certain seuil, soyons quand même vigilants à la qualité des projets pour justement être sûr
du bénéfice environnemental et des valeurs ajoutées pour les communautés locales. Dans le choix d'un projet de compensation aussi, je pense qu'il faut s'atteler, c'est vraiment aussi beaucoup là-dessus qu'on travaille avec nos clients, sur donner du sens par rapport à son activité. Vous êtes une activité française qui émettait plus ou moins totalement ou partiellement sur le territoire français, et comme le voulait le mécanisme de Kyoto avec l'équilibrage nord-sud, vous allez compenser à l'autre bout du monde. Donc, dans l'idée, essayons de trouver du sens avec tout ça. Je donne l'exemple tout bête d'une entreprise avec qui on travaille, qui s'appelle Le Bon Coin. Alors déjà, pour la démarche de Le Bon Coin, ils ont fait appel à nous pour, dans un premier temps, faire un bilan carbone. C'est leur premier bilan carbone. Ils voulaient voir comment se ventiler leurs émissions. Et ensuite, ils ont tout de suite engagé des démarches de réduction. Donc ils ont fait leur plan de déplacement, parce que la mobilité des salariés pesait pour beaucoup. Ils ont travaillé sur l'efficacité énergétique dans leurs bâtiments, et aussi avec les fournisseurs de data centers, parce que c'est une grosse source aussi de leurs émissions. Donc ils ont travaillé avec eux, défini des cahiers des charges, et ensuite ils ont compensé. Et comme la grande partie aussi des émissions étaient justement liées à ces consommations d'électricité, ils ont décidé de choisir, de retenir un projet qui allait dans le sens de l'efficacité énergétique. Donc c'est un projet qui se situe au Brésil. Et pourquoi aussi l'avoir choisi au Brésil? Puisque c'était un territoire sur lequel il voulait regarder en termes d'activité. Donc là, il y a la notion de vraiment créer du sens. Un autre exemple, c'est L'Oréal Travel Retail, avec qui on travaille aussi. En fait, donc c'est la partie qui distribue les produits L'Oréal dans les aéroports. Donc, ce qu'a fait le corporate, c'est qu'ils se sont dit, nous, si on fait du scope 3 complet dans notre chaîne de valeur, eh ben, on devrait compenser les émissions liées au packaging, aux produits, etc. Et globalement, ça leur parlait un peu compliqué. Donc, ils se sont dit, nous, pour donner l'exemple dans l'entreprise, on va compenser les émissions que l'on génère dues à nos trajets en avion. Et ce qu'ils font parallèlement, c'est qu'ils mènent des dynamiques en interne, des dynamiques complémentaires pour mobiliser les marques, et Aurélien pourra peut-être en parler encore mieux que moi, pour mobiliser les marques sur les efforts de réduction et les mobiliser pour qu'eux s'engagent dans la réduction. Donc voilà les quelques points que je voulais tout simplement ajouter. Aurélien ? Merci. Ça marche ou pas? Ouais. Donc, merci Benjamin, je partage totalement tout ce qui a été dit. Donc, nous chez Pure Projet, si vous avez compris, on est un acteur de la compensation, dans le sens où on développe des projets qui permettent de générer des crédits carbone et qui permettent à nos clients de compenser leur empreinte. On a un positionnement un petit peu spécifique, dans le sens où on travaille uniquement sur des projets de régénération d'écosystèmes dégradés, comme je le disais en introduction. Et pourquoi on a choisi ce positionnement? Parce qu'aujourd'hui, un quart des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial proviennent de l'agriculture, et notamment de la déforestation que provoque la conversion de forêts en terres agricoles. Et donc c'est vraiment important de s'attaquer à ce problème, et notamment en réintroduisant l'arbre partout où c'est possible, pour régénérer ces écosystèmes, capter du CO2 et réellement participer à changer la donne et inverser la tendance. Nous travaillons principalement avec des producteurs, des producteurs agricoles, des fermiers, des agriculteurs qui souhaitent s'engager dans une démarche selon les principes qu'on appelle l'agroforesterie.
Alors l'agroforesterie, en général, nous, quand on intervient, on est sur des parcelles qui sont assez dégradées, avec une érosion des sols importante, un appauvrissement des sols, des parcelles qui sont très exposées au soleil et aux intempéries, et des rendements qui décroissent pour les agriculteurs avec qui on travaille. Et donc, en fait, ça provoque, ils ont besoin de soit étendre leur surface cultivée, avec le risque potentiellement d'aller déforester les zones avoisinantes de leur exploitation, ou alors d'utiliser de plus en plus d'intrants chimiques dans leur manière de cultiver, ce qui a des impacts effectivement très négatifs sur l'environnement. Et donc nous, on arrive sur ces parcelles et on essaye de réintroduire l'arbre partout où c'est possible, au sein même de la culture, avec l'idée d'activer un cercle vertueux où les arbres vont jouer le rôle de capteur du carbone de l'atmosphère pour le ramener dans la matière organique. Et ensuite, l'arbre va commencer à protéger les parcelles par rapport aux événements climatiques extrêmes. L'arbre joue un rôle de régulateur des températures avec l'ombre qu'il génère. Il joue aussi le rôle de régulateur de l'eau sur la parcelle. Il ramène de la matière organique dans les sols, des nutriments. Il ramène de la biodiversité sur la parcelle. Et de manière générale, il permet de recréer tout un équilibre assez naturel sur ces parcelles qui vont aussi permettre aux agriculteurs d'utiliser moins d'intrants chimiques dans leurs pratiques agricoles. Et donc tout un tas d'effets positifs sur l'environnement dans ce genre de contexte. Des impacts donc environnementaux très forts, dont le carbone, mais pas que, mais aussi des impacts socio-économiques qui sont, comme tu le disais Benjamin, très importants dans notre approche. On travaille vraiment au plus proche des communautés locales, avec l'ambition vraiment de les rendre plus résilients face au changement climatique et d'améliorer leurs conditions de vie. Et notamment, l'arbre peut permettre de diversifier aussi leurs revenus, les arbres peuvent générer des fruits et aussi quand ils sont à maturité, l'exploitation du bois peut ramener des revenus additionnels et différents de ceux qui étaient dans la situation initiale. Pas du bois de chauffe. Ouais. Donc Pure Projet aujourd'hui, c'est plus de 10 millions d'arbres plantés, avec plus de 30 000 agriculteurs qui sont engagés à nos côtés dans cette démarche d'agroforesterie. On travaille sur plein de filières différentes, des filières traditionnelles agricoles en Europe, des filières un peu plus exotiques comme le cacao, le café, la vanille. On a aussi un projet de conservation de forêts primaires en Amazonie, sur la partie péruvienne de l'Amazonie, avec un véritable hub de biodiversité incroyable. On a plus de 200 millions d'arbres en conservation dans une réserve naturelle là-bas. Et également, on a exploré plus récemment des possibles interventions dans les écosystèmes côtiers, avec un projet en Indonésie sur de la restauration de barrières de corail. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse et qu'on veut développer dans les années à venir. Alors si on revient un petit peu au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la compensation carbone, je dirais que l'offre carbone de Pure Projet et la manière dont on l'approche avec nos clients est caractérisée par 3 critères importants. Le premier, c'est que tous nos projets sont des projets de séquestration carbone. Donc l'idée, c'est que les arbres qu'on plante vont jouer le rôle d'aspirateur à CO2 et ramener le CO2 qui a été émis dans le passé dans l'atmosphère dans de la matière organique. Donc ça joue le rôle de puits de carbone. Et c'est pas forcément le plus développé sur le marché actuel de la compensation volontaire, puisque la majorité des projets actuellement sont plutôt sur des projets d'émissions évitées. Donc l'idée, c'est d'émettre moins d'émissions par rapport à une situation qui aurait eu lieu sans le projet. Et donc là, on parle plutôt de projets d'efficacité énergétique ou d'énergie renouvelable. Et donc, on voit bien qu'il y a
une différence assez conceptuelle entre les deux types de crédits carbone. Et voilà, les crédits de séquestration sont assez valorisés par le secteur et on en est très heureux. Ensuite, sur les co-bénéfices, donc je ne m'étends pas plus que ça, vous avez compris qu'on a vraiment beaucoup d'impacts. On n'est pas simplement sur un impact climatique carbone, mais sur des impacts environnementaux, écosystémiques, sur des impacts communautaires, socio-économiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé dans notre approche et dans les stratégies qu'on met en place. Et enfin, ce qu'on appelle l'in-setting, qui est vraiment très structurant et qui a guidé tous les travaux qu'on mène depuis 10 ans, qui est un terme un peu barbare qui vient un peu en opposition à l'offsetting, qui est le terme anglais pour traduire compensation carbone au sens classique du terme. Et en fait, dans l'in-setting, l'idée, c'est qu'on peut être plus efficace et plus attractif. Enfin, les projets carbone peuvent être plus efficaces et plus attractifs s'ils sont mis en place au sein même de la chaîne de valeur, au sein même de l'activité, au sein même des écosystèmes, des communautés desquelles dépendent les entreprises. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire rapprocher l'écologie et l'économie pour avoir un effet de levier et engager les acteurs économiques vraiment dans une démarche à grande échelle et rapide. Donc le pari qu'il y a derrière ça, c'est vraiment de convaincre les entreprises qu'elles dépendent fortement des écosystèmes et que ces écosystèmes étant en grande partie menacés et en danger, il est urgent qu'elles interviennent si elles veulent pouvoir poursuivre leurs activités de manière pérenne dans les années à venir. Et donc, une fois qu'on arrive à convaincre les entreprises de ça, on constate qu'elles investissent vraiment massivement et qu'il y a un engagement très fort qu'on n'aurait pas forcément eu si on avait fait de l'offsetting classique avec des projets totalement déconnectés du business et de la filière de l'entreprise dans des pays où elle n'a pas d'activité, enfin, elle n'a pas d'opération. Et donc, il y a vraiment, c'est un succès. On travaille sur cette logique depuis plus de 10 ans. On a déjà engagé plusieurs dizaines de marques, de groupes sur plusieurs filières. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc, je vous invite à vraiment vous intéresser à ce concept. Juste pour conclure, un exemple assez emblématique pour nous de ce qu'est l'in-setting. C'est dans la filière café qu'on a développé avec Nespresso, un programme d'in-setting de très grande échelle et très innovant. En fait, Nespresso s'est rendu compte très vite que les écosystèmes caféicoles étaient très menacés et que ça mettait en péril leurs approvisionnements sur le moyen terme, que ce soit au niveau de la stabilité des volumes d'approvisionnement et aussi de la qualité de leur café, parce qu'ils sont vraiment sur un positionnement haut de gamme. Ils ont vraiment des enjeux de qualité très forts. Et donc, ils se sont très vite rendus compte que c'était important, et ils ont très vite aussi perçu que l'agroforesterie était une solution très intéressante pour eux. Et donc, nous travaillons avec eux depuis 5 ans. Ils sont engagés dans un programme massif. Ils veulent planter plus de 10 millions d'arbres d'ici fin 2020 dans leur parcelle de café, au sein même de leur filière, avec les producteurs auprès desquels ils font leur sourcing. Et donc, c'est un programme très positif. Nespresso a retiré beaucoup de cette démarche. Le premier point, c'est qu'ils ont pu se positionner comme un vrai acteur qui lutte contre le changement climatique. Ils sont neutres en carbone tous les ans grâce aux arbres qu'ils ont plantés avec nous depuis 2015. Ils se sont également rapprochés et engagés auprès des producteurs avec qui ils travaillent, ce qui leur a vraiment permis de mieux les comprendre, de les accompagner dans plus de fidélisation et aussi d'amélioration de la qualité et de sécurisation des approvisionnements. Et enfin, cerise sur le gâteau, ils ont aussi, avec ce programme d'in-setting,
engager leurs clients dans une démarche éco-responsable, et notamment en faisant des incentives pour le recyclage des capsules d'aluminium, qui est un peu le gros point noir de leurs produits. Et grâce en fait à cette dynamique, à cette démarche d'insetting, la communication qu'ils ont fait autour du projet, les clients se sont sentis intéressés et se sont engagés progressivement avec des résultats intéressants sur la France en termes de recyclage des capsules. Donc voilà, je ne m'étends pas plus que ça. Je vous recommande, si ça vous intéresse l'insetting, de vous pencher sur le cas Nespresso. Il y en a d'autres évidemment, mais c'est un cas un cas d'école. Voilà, je serai disponible pour les questions et je laisse la parole. Merci. Juste pour rebondir sur ce qu'on se disait avant sur la notion de mesurer, réduire, compenser, je m'appuyais sur le cas Nespresso parce qu'on a travaillé sur le sujet aussi. Souvent on décrit Nespresso pour l'utilisation des capsules, et ils ont décidé de faire une analyse de cycle de vie et de decomposer en fait le bilan carbone du produit, et ils se sont rendus compte que la majorité de l'empreinte carbone d'une capsule venait de la filière, d'où son engagement sur le projet d'insetting. Et aussi le deuxième poste était également le côté emballage. Pour détailler un peu plus le principe qu'il y a derrière, en fait, les capsules Nespresso, on ne pouvait pas les recycler parce qu'elles sont trop petites par rapport à la taille des machines qui permettent de faire le tri sélectif. Donc ils ont travaillé avec les acteurs des filières de recyclage justement pour faire évoluer les process dans les usines de recyclage et pouvoir faire accepter en fait des objets de la taille d'une capsule. Donc ça se déploie en France dans quelques grandes villes et notamment à Paris si je ne m'abuse. On va laisser la main à Havas de ce fait. Bonjour à tous. Valérie et moi, en fait, on travaille dans des agences de communication. Parce que des fois, quand on dit Havas, les gens pensent à Havas Voyage. Donc non, on est vraiment dans des structures de communication. C'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises dans leur campagne publicitaire. Et en fait, le point de départ de l'histoire, c'est qu'en 2016... les grands réseaux de communication au niveau international ont décidé d'agir et de se répartir un peu les différents ODD. En se disant, il y a un groupe international qui s'est dit, nous, on va agir plus particulièrement sur l'éducation des enfants, pour que, en fait, avoir une dynamique au niveau du secteur, pour que chaque grand réseau puisse être responsable et engagé en fait, dans des combats qui nous concernent tous. Et Yannick Bolloré, donc, qui est à la tête et qui est notre patron au niveau Havas et même au niveau Vivendi, a engagé le groupe au niveau de l'objectif sur le climat. Donc mondialement, il a dit Havas va agir et va mettre en place des actions pour agir pour le climat. Donc au niveau des agences, en fait, on a cette déclaration et on se dit qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, il y a deux choses que l'on peut faire. La première, et c'est que Valérie, comme moi, donc on est dans des agences du même groupe. La première chose, c'est qu'on calcule notre bilan carbone, on le monitore. Donc déjà, on a un peu une idée de ce que l'on fait, et puis on essaye de mettre en place en fait des actions pour pouvoir faire diminuer. Mais donc ça, c'est la première démarche, et c'est déjà une démarche qui nécessite beaucoup d'efforts, de négociations et de travail au sein de nos agences. Mais le deuxième point, et c'est là, c'est sur ce dispositif dont on a envie de vous parler aujourd'hui, c'est qu'au-delà de cette réduction, nous, tout le sujet, c'est qu'est-ce que l'on fait avec nos clients. Parce qu'en fait, on est une entreprise de B2B, c'est-à-dire que nous, on est une entreprise de conseil, et en fait, on conseille des entreprises qui font. Et notre grosse activité en fait avec les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est de produire des campagnes de communication. C'est produire des films, c'est produire des sites internet, c'est produire des campagnes radio, c'est produire des campagnes d'affichage. Et en fait, ça nous paraissait absolument indispensable, face à cet engagement autour du climat, d'avoir en fait un dispositif que l'on propose à nos clients
et qui soit au cœur de notre business. Parce que c'est, en tout cas dans notre secteur, la grosse problématique, c'est qu'on est capable de faire pas mal de choses, mais quand on touche au cœur business, ça c'est plus compliqué. Et donc on a décidé de mettre en place un système de compensation carbone des productions que l'on a avec nos clients. Comme on voulait que ça soit, j'allais dire, sérieux, non critiquable, etc., on a eu toute une démarche. Le premier effort, c'était de se mettre en place un outil qui permette de calculer le poids carbone des productions. BETC était très en avance et le faisait déjà sur des campagnes télé. Mais ce que l'on voulait, c'était que ça soit un outil qui puisse permettre de le faire, j'allais dire, peu importe la communication. Le film publicitaire, mais aussi la radio, mais aussi, voilà. C'est-à-dire, peu importe l'action qu'on menait en fait avec notre client, il fallait qu'on puisse calculer le poids carbone. Alors quand on dit ça maintenant et qu'on l'a mis en place et tout, on se dit oh, c'est très facile. Ça a été 6 mois d'audit, de calcul, on voulait que l'outil soit commun en fait à nos agences, donc il a fallu travailler ensemble pour se dire bah, toi tu fais plutôt des films télé, oui mais moi je fais plutôt des sites internet, alors il nous faut un outil commun. Donc on a fait cet outil-là, donc de telle sorte que maintenant on a la capacité, n'importe quel de notre client, peu importe ce que l'on fait avec eux, de leur dire, nous, ensemble, le poids carbone de ce que l'on produit ensemble, c'est ça. Et puis après, on a mis en place un système de, si vous le souhaitez, vous pouvez compenser pour faire en sorte que la production soit neutre en carbone. Voilà. Donc c'est le dispositif qu'on a appelé, qui s'appelle Solidarité Climat. Il est en fonction des agences, mais là, je vais laisser à Valérie, parce qu'elle est beaucoup plus en avance. On le propose, elle, systématiquement, moi, de manière un peu plus poussive encore actuellement, à nos clients. Ils disent oui, ils disent non, mais au moins on a cette démarche de leur proposer effectivement de rendre leur production neutre en carbone. Et bien sûr, après, ces fonds-là se permettent de financer des projets et qui sont gérés par Pure Projet. Et donc, en échange, nos clients reçoivent des crédits carbone et on sait à quel point, effectivement, de toute façon, ils sont dans des logiques de responsabilité et donc, globalement, Valérie va revenir là-dessus, c'est pas facile parce qu'il faut convaincre notre interne, il faut convaincre nos clients, mais c'est une démarche de plus en plus vertueuse. Merci Nathalie. Oui, donc nous, chez BETC, nous avons mis en place la compensation carbone en 2016. En 2016, nous avions 23 clients qui ont accepté de participer à ce projet. Et en 2018, aujourd'hui, nous sommes à plus du double, puisque nous sommes à 63 clients qui acceptent de compenser leur production avec nous. Alors, au début, ça n'a pas été facile à mettre en place parce qu'il y a déjà toute une démarche de sensibilisation à faire en interne. Une fois qu'on a décidé ça, il faut convaincre les commerciaux qui ont le client au quotidien en face d'eux. Il faut convaincre les gens qui font la production, qui émettent les devis, de bien penser à mettre cette compensation carbone dans les devis, ce qui n'est pas toujours simple non plus, parce qu'il y a quand même souvent des situations où on est dans l'urgence, etc. Personne n'a mis un post-it, pense à la compensation carbone au-dessus de son bureau. Donc voilà, il y a eu toute une phase d'évangélisation presque. C'est au-delà de la formation, c'est de l'évangélisation, parce qu'il faut aussi les sensibiliser au projet. Et en 2016, quand on parlait de compensation carbone, les gens vous regardaient en disant un peu de quoi me parles-tu? Qu'est-ce que c'est que la compensation carbone? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Donc déjà, il a fallu sensibiliser à toute cette partie du projet. Aujourd'hui, en 2019, c'est beaucoup plus simple parce que le changement climatique est de plus en plus visible et les gens en interne sont déjà beaucoup plus sensibilisés par eux-mêmes à la chose. Donc en fait, c'est bizarre de dire ça, mais entre guillemets, grâce au changement climatique, ça va mieux. C'est quand même un comble, mais c'est comme ça. La deuxième chose, c'est de convaincre les clients. Puisqu'une fois qu'on a convaincu l'interne, le client, lui, il paye un devis. On lui demande de mettre en plus pour la compensation carbone. Il a des cost killers, des gens qui vérifient toutes les dépenses, etc. Donc il faut convaincre après ces gens-là
que c'est de l'utilité de la chose. Donc il y a quand même beaucoup d'étapes avant d'arriver à un résultat. Et ce résultat-là, on le voit aussi auprès des clients. Maintenant, c'est beaucoup plus facile parce que de plus en plus, nos clients, qui sont quand même des grands groupes, ont un service eux-mêmes, un service RSE. Quand on leur parle aussi de compensation carbone, ils comprennent de quoi on leur parle. Ils font appel à leur service RSE pour leur demander leur avis et la réponse est très souvent positive. Beaucoup de clients aussi veulent être sûrs du projet, donc c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec Pure Projet et d'avoir un projet vraiment qui soit certifié, où il n'y ait aucun souci, où ils puissent savoir où va leur argent et avoir un certificat ensuite qu'ils peuvent mettre dans leur propre bilan carbone. Donc ça, ce sont vraiment les deux grands aspects, convaincre en interne et ensuite convaincre celui qui va acheter la chose qui a été compliqué. Et comme je vous disais, c'est de plus en plus facile maintenant de le faire. Et ce qu'on a fait en plus, donc on a fait des argumentaires pour les commerciaux, on leur a rédigé tous les avantages pour le client de faire cette compensation carbone. Donc ça, c'est un des outils. Le devis, quand les gens font le devis maintenant, la compensation carbone est automatiquement intégrée. Donc c'est pas je demande au client s'il est d'accord, eh ben, je le mets, s'il n'est pas d'accord, je le mets pas, c'est je le mets. Donc j'évite cette étape de est-ce que tu veux bien payer la compensation carbone, et si le client n'en veut pas, ben, il le raye du devis et voilà. Donc c'est un peu comme le principe du don d'organes qui a changé. Avant, il fallait dire qu'on voulait donner ses organes pour que ça soit fait. Et maintenant, en fait, de base, on donne ses organes et si on n'est pas d'accord, on dit non. Donc là, on a utilisé un peu le même système pour engager encore plus les clients dans la démarche. Voilà. Si je peux me permettre, mais je pense qu'on en parlera quand même. Moi, j'ai été quand même confrontée à des clients qui ont eu un point de vue sur la compensation qui était... nous, la compensation, en fait, c'est mettre un peu des miettes sous le tapis. C'est-à-dire que le vrai sujet, c'est de diminuer, en fait, son empreinte carbone et son bilan. Et en fait, de compenser, c'est éviter cette démarche-là. Donc, vous en parliez tout à l'heure, les deux sont essentiels, mais effectivement, il y a des entreprises, et moi j'étais face à ça, qui m'ont dit non, on participe pas à Solidarité Climat, parce que nous, on est engagé dans une logique simplement de diminuer notre empreinte carbone. Donc, moi, je trouve que la compensation, effectivement, maintenant, il y a une vraie sensibilisation, maintenant, il y a aussi un courant qui la dénonce, et qui dit que c'est une action un peu facile. Donc il faut à ce discours-là, bien sûr, ça nous oblige en fait à effectivement devoir prouver que à côté de ça, on est dans une démarche effectivement positive de réduction de l'empreinte carbone, parce que sinon les critiques sont vives. Oui. Alors on s'est fait accompagner parce que je vous le disais, hein, il fallait voilà. Et en fait, ce qu'on a voulu nous, c'est que le prix. Donc on s'est fait accompagner pour que ça soit scientifiquement incontestable. Et en fait, on a pris un prix carbone qui est au-dessus de la moyenne du marché. Pour deux raisons. Un, parce qu'on ne voulait pas être critiquable. Et deux, parce qu'on parlait de sens, etc. Mais en fait, nous, on souhaitait que nos clients puissent avoir des certificats carbone, mais on voulait aussi financer des projets en France. Parce qu'en fait, comme on n'est que des agences françaises et que la plupart de nos clients en fait, sont en France, ça nous paraissait un peu compliqué en termes d'histoire et de communication, parce que ça, c'est un peu notre job, de financer uniquement un projet au Pérou. Donc, en gros, on voulait absolument pouvoir financer le Pérou, mais aussi des initiatives en France. Et donc, ça rendait nécessaire, j'allais dire, le prix de la tonne carbone plus élevé pour pouvoir financer les projets en France. Et là, je ne veux pas dire de bêtises, mais je me tourne, mais je crois que c'est 16 €. C'est 16 € la tonne. Non. Là, on l'a fait cette année, en 2018, on est à 16 € et on est à 20.
20. On est à 20. Pardon, Julie, il nous rattrape. On est à 20. Non, mais c'est d'où l'importance. Nous, on n'est pas... on s'occupe de la RSE de notre boîte. Moi, je m'occupe aussi de clients vraiment en termes de communication. C'est pas notre métier, en fait. On n'est surtout pas des scientifiques, etc. Donc, ce qui était absolument essentiel pour nous, c'est d'être bien accompagnés, à la fois sur l'audit, sur la méthode de calcul et derrière sur la gestion des projets, parce qu'effectivement, nous, là, la plus grosse partie de notre job, c'est surtout de convaincre nos clients et l'interne. Donc, toutes les questions très techniques, etc., on avait besoin, et c'est pour ça qu'on a... voilà, pour le projet. Et, on a un petit peu de retard, hein, si tu veux bien, on fera les questions à la fin. En plus, je vais être très impoli parce que j'en ai une. Tu parlais de réduire, compenser pour les clients. Est-ce que l'outil qui a été développé devient aussi un outil d'aide à la décision dans le format que la campagne va adopter? Tiens, c'est vrai? Bon, bah voilà alors. On n'en est pas encore là. On aimerait, mais non. Non. Là, on est en toute honnêteté, on n'en est pas là. Alors, ce qui est certain, c'est que on a dû, pour convaincre notre interne de nous suivre, dans nos agences, on a différents types. On a des producteurs, on a des commerciaux, puis on a des créatifs. Pour convaincre en fait tout le monde derrière cette démarche, on les a formés. Et en fait, on les a formés aux ODD, toutes aux grandes problématiques, puis on en est arrivé au climat, et donc on en est arrivé au climat, et donc après à Solidarité Climat. Donc on les a sensibilisés. Maintenant, est-ce que cette sensibilisation est suffisante pour que dès l'amont, on conseille nos clients de pas les tourner à l'autre bout du monde? On commence à avoir ce type d'échange, mais pour l'instant, c'est pas vrai qu'on calcule le poids carbone avant même d'avoir fait la campagne. Non. Non. Non, en fait, c'est notre prochain challenge, ça, c'est la communication éco-responsable, et c'est former dès en amont à comment on produit de façon de plus en plus responsable. Et ça c'est notre futur travail. C'est bien. Perspective de V2 déjà. On va laisser la parole à Claudine. Donc vous aviez encore un mot de conclusion? Non? Je vais prendre le micro. Merci. À toi, Claudine. Merci. Alors du coup, moi je vais vous parler de ce qui se passe en France. Pour refaire un petit historique très, très rapide, même si ça a été un petit peu fait. En fait, on était dans un contexte post-2012 où il n'y avait plus possibilité de certifier des projets de réduction d'émissions par rapport à un scénario de référence en France. Avant 2012, il y avait ce qui a été évoqué précédemment, les projets domestiques. C'était les projets MOC du protocole de Kyoto. En 2012, la deuxième période du protocole de Kyoto n'est pas rentrée en vigueur, et les labels volontaires qui ont pu être cités, type Gold Standard, VCS, ne se sont jamais implantés en France et plus globalement dans les pays développés pour tout un tas de raisons où je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais on était dans un contexte où ce n'était pas possible de certifier des projets en France. Et à côté de ça, il y a des entreprises effectivement qui compensent leurs émissions, qui ont des objectifs de neutralité sur l'ensemble de leurs activités ou sur un produit ou sur un événement, etc. Et qui auraient voulu compenser local, sur leur périmètre géographique, et ne pouvaient pas le faire, faute de cadre de certification carbone. Et à côté de ça aussi, il y a des acteurs, alors nous, ça a été surtout porté par les secteurs agricoles et forestiers, en fait, ce projet-là. Et donc il y avait notamment des acteurs des filières agricoles et forestières qui qui mettaient même déjà en place des projets d'atténuation, de réduction d'émissions, des projets de séquestration carbone dans les sols, des projets de substitution énergie fossile par de la biomasse, et voulaient pouvoir certifier ces réductions d'émissions, crédibiliser leur démarche, et avaient besoin d'un cadre de certification pour ça, quoi. Et donc c'est dans ce cadre-là, en fait, dans ce contexte-là, qu'on s'est dit avec le ministère, le MTES, de la transition écologique et solidaire, qu'il faudrait créer un cadre de certification carbone national volontaire.
Et donc on a monté le projet Vocal avec des financements européens ADEME qui avait pour objectif de créer ce cadre et qui a donné lieu au label bas carbone. Donc le label bas carbone, c'est vraiment un standard en fait, comme Gold Standard ou VCS, qui permet entre autres de faire de la compensation carbone, mais pas que. En gros, c'est l'objectif vraiment de cet outil, c'est de déclencher des nouvelles pratiques, des modifications de système, l'implémentation de nouvelles technologies, enfin tout levier qui permet de réduire les émissions ou de séquestrer du carbone par rapport à la tendance additionnelle, par rapport à la tendance actuelle, et aussi de flécher des financements vers des projets verts, des projets qui ont un réel impact. Parce qu'il y a le côté rémunérer les réductions d'émissions pour déclencher la pratique, et il y a le côté aussi d'acteurs qui veulent financer des beaux projets. Mais la question est, qu'est-ce qui est un projet vert, qu'est-ce qui est un projet qui réduit réellement ses émissions? Et il y a besoin de flécher vers des beaux projets, donc il y a besoin de les quantifier, ces impacts, et donc de cadres de certification carbone. Et donc l'objectif du label, en fait, côté porteur de projet, ça permet de pouvoir valoriser, communiquer sur les efforts qui sont faits de manière crédible. Et l'objectif quand même derrière, c'est de pouvoir vendre les réductions d'émissions, donc de se faire financer pour ces efforts-là, et donc diffuser les bonnes pratiques et on l'espère faire boule de neige. Et côté financeur, qui finance un projet, ça permet de savoir réellement ce que ça a permis derrière en termes de réduction d'émissions. Ça apporte des garanties sur la qualité du projet aussi en dehors du volet purement carbone, parce que les co-bénéfices, ce qu'on appelle nous les co-bénéfices du point de vue carbone, comme la biodiversité, qualité de l'eau, qualité de l'air, etc., on incite fortement en tout cas les porteurs de projets à les évaluer, même de manière qualitative, mais en tout cas à les évaluer et à minima garantir le fait qu'il n'y a pas d'impact négatif sur d'autres enjeux que le carbone, quoi. Il ne faudrait pas qu'un projet réduise les émissions, mais réduise aussi la biodiversité à côté, quoi. Et ça garantit l'efficacité du financement, c'est-à-dire tout l'intérêt, même l'intérêt premier des labels type le label bas carbone, c'est de garantir que le projet est additionnel, c'est-à-dire qu'il ne se serait pas fait sans ce financement carbone additionnel. L'objectif, c'est vraiment d'éviter l'effet d'aubaine et qu'on ne finance pas un projet qui de toute façon existait déjà, qui se portait très bien, dont le modèle économique roulait parfaitement. Et donc chaque euro supplémentaire mis sur la table pour financer ces projets vont vraiment permettre de déclencher des nouvelles pratiques et réduire de réduire les émissions de manière additionnelle. Et l'intérêt aussi du label, c'est que pour les entreprises, c'est de faciliter leur communication. Parce que donc c'est vraiment un outil qui autorise, il y a de l'actif carbone en fait qui est généré derrière. Donc chaque réduction d'émissions, c'est une tonne de CO2 équivalent réduite qui est un actif carbone qui peut être acheté pour de la compensation. Et donc les entreprises peuvent dire qu'elles compensent leurs émissions à hauteur de tant de crédits carbone. Sachant que le label bas carbone, il permettait de répondre. Le premier objectif, c'était de répondre à cette demande en compensation carbone. Mais encore une fois, c'est pas la seule, la compensation, c'est pas le seul moyen de financer ces projets-là. Ça peut permettre aussi de flécher des financements publics, par exemple. On peut s'imaginer pour les projets agricoles, on peut s'imaginer que dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, où on se pose la question de comment utiliser de manière plus efficace les financements publics, ce type de cadre de certification vont permettre de flécher ces financements publics vers des projets qui ont un réel impact. Après, tout est possible. C'est vraiment un outil qui certifie un projet. Et après, tous les financements sont les bienvenus, que ce soit via de la compensation carbone ou autre. Alors, ce schéma est un peu barbare, mais c'est pour expliquer comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Donc en fait, il y a le référentiel national, donc c'est le label bas carbone en fait, qui a un cahier des charges très large en fait, qui donne les grandes règles sur comment développer une méthode et sur les procédures. Et en gros, c'est vraiment les méthodes carbone qui vont expliquer comment on calcule les réductions d'émissions par rapport à ces références pour un type de projet particulier. Un projet particulier, ça peut être un truc très précis, type mise en place de méthanisation, ou ça peut être des méthodes multileviers
moi je travaille sur le secteur agricole, ou par exemple sur la première méthodologie agricole qui va sortir, c'est vraiment tous les leviers qu'on peut imaginer mettre en place sur une exploitation agricole. Donc ça peut être réduire la fertilisation azotée, changer l'alimentation animale pour réduire les émissions de méthane, réduire l'âge au premier vélage, enfin tous les leviers possibles. Et donc c'est une méthodologie à tiroir où en fonction du contexte de départ de l'exploitation, tel levier vont être les plus pertinents et actionnés, et on calculera à la fin combien ça a permis de réduire les émissions. Donc, voilà, donc le référentiel encadre ces méthodes. Et donc les points les plus importants, c'est comment définir le scénario de référence. Donc c'est vraiment la tendance observée. Donc il faut au minima aller au-delà de la réglementation. Ça explique comment on démontre l'additionnalité du projet, ça explique comment on gère l'incertitude, parce que quand on mesure, quand on calcule des réductions d'émissions, il y a plusieurs façons de le faire, et notamment sur les secteurs agricoles et forestiers, il y a beaucoup d'incertitudes. Enfin, on ne met pas des tours à flux sur chaque exploitation ou sur chaque forêt pour savoir très précisément combien est émis. Donc il y a de l'incertitude. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais il faut juste être transparent sur cette incertitude et la gérer quand c'est nécessaire, et notamment quand il y a asymétrie d'information entre le porteur de projet et le décideur public. Typiquement, si je donne un exemple un peu facile, sur la fertilisation azotée, si on prend des moyennes régionales pour faire une référence, ou si on prend vraiment la quantité d'azote apportée sur chaque exploitation, le chiffre n'est pas le même. Et là, pour le coup, l'agriculteur, lui, il sait où il se situe par rapport à la moyenne. Donc là, il y a de l'incertitude plus asymétrie d'information. Donc il faut gérer, il y a un rabais en fait qui est appliqué pour gérer cette incertitude, quoi. Mais en tout cas, voilà, le message, c'est pas parce qu'on ne sait pas précisément calculer les réductions d'émissions qu'il faut rien faire. Voilà, et puis ça explique aussi comment gérer le risque de non-permanence, parce que sur les projets agricoles, enfin de séquestration carbone et les projets forestiers, y a un risque que le carbone qui a été stocké soit relargué parce qu'il y a un incendie, une tempête ou je sais quoi. Et donc ça, le référentiel aussi explique comment ce risque est géré, quoi. Et donc derrière, il y a donc les méthodes, une fois qu'elles sont validées par le ministère, sont rendues publiques. Tout le monde peut les utiliser. Donc derrière, il y a des projets qui se montent et qui peuvent utiliser une méthode qui est déjà existante, quoi. Et sachant qu'un projet, il faut quand même une taille critique, parce qu'il faut monter le projet, il faut faire vérifier, il faut faire venir un auditeur sur les projets. Donc il faut quand même une masse critique de réduction d'émissions derrière pour que ce soit intéressant de passer via ce cadre de certification. Donc par exemple, pour le secteur agricole, ça peut être une coopérative en fait qui va porter le projet et qui s'adressera à l'ensemble de ces agriculteurs. Voilà, et donc ça sera la coopérative, si on regarde cet exemple-là, qui sera l'interlocuteur unique avec le ministère et qui se démènera lui pour trouver les financements, le financement auprès des entreprises typiquement qui souhaitent compenser leurs émissions, quoi. Et ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que le label bas carbone encadre que la partie projet. Et par contre, l'utilisation du financement carbone derrière, c'est vraiment du cas par cas, et c'est aux porteurs de projet de décider quelle est la meilleure façon d'utiliser le revenu carbone. Donc ça peut être soit redistribué au prorata de leur réduction d'émissions aux acteurs économiques qui ont mis en place les pratiques qui ont réduit leurs émissions, ou alors ça peut être utilisé de manière mutualisée pour de la formation, pour dynamiser une filière, voilà, ça c'est vraiment pas encadré par le label, c'est du cas par cas porté à décider entre les acteurs économiques, le mandataire, quelle est la façon la plus pertinente d'utiliser ce revenu carbone. Voilà. Et donc, pour vous dire où on en est aujourd'hui, il y a 3... Donc là, le label, il est sorti fin d'année dernière, donc c'est quand même assez récent. Il y a 3 méthodes forêt qui sont sorties. Et il y a une méthode élevage bovin qui va sortir dans les jours qui viennent, sachant que le périmètre de cet outil, en fait, il s'adresse à toutes les réductions d'émissions, tous secteurs confondus, tant que ce n'est pas couvert par le marché européen d'échange de quotas. Donc en gros, les gros sites industriels énergie ne peuvent pas faire de projets, être certifiés sur des projets de réduction d'émissions. Par contre, tout le reste, transport, bâtiment, énergie renouvelable, enfin tout peut faire l'objet de méthodes et de projets certifiés derrière, sachant qu'il y a quand même une volonté quand même du ministère de pousser prioritairement les secteurs qui n'ont rien
en termes d'instruments incitatifs pour le moment, quoi. Et donc typiquement, agri-forêt, ça explique le fait que ce soit un peu les premiers secteurs qui ont été poussés. Économie circulaire aussi, des méthodos en économie circulaire aussi sont assez attendus par le ministère. Mais voilà, après, tout ce qui n'est pas couvert par le marché européen d'échange de quotas, en soi, peut faire partie, peut faire l'objet d'une certification. Et peut-être aussi le point à préciser par rapport à ce qui peut se faire sur d'autres cadres de certification à l'international, c'est que là, il y a vraiment une approche empreinte qui est possible. Donc en gros, les méthodes, elles vont calculer les réductions d'émissions sur le périmètre du projet, mais peuvent aussi prendre en compte les réductions d'émissions induites par le projet en dehors du périmètre du projet, quoi. Donc c'est un peu une approche ACV, quoi, qui peut être utilisée dans le cadre du développement de ces méthodes carbone. J'ai fait à peu près le tour. Merci. Oui, on va passer aux questions juste après. Merci pour ces éclairages. Mention spéciale à Justin pour avoir gagné l'applaudimètre. Il y a Thomas qui est sur le côté de la salle qui va passer le micro et vous aviez une question là-bas. On va faire en micro comme ça, comme c'est filmé et ça sera podcasté par la suite. Sinon on n'entendra pas votre question. Bonjour, j'avais une question sur le débat entre compensation versus réduction et je voulais comprendre effectivement les émissions au niveau de la planète, c'est à peu près 4 gigatonnes. Donc si dans le meilleur des mondes possibles, quel est le potentiel de la planète pour en fait les projets de séquestration et quelles sont les limites en fait par rapport à ça? Est-ce que vous avez des éléments à me donner pour effectivement ce qu'on voit un certain nombre d'entreprises qui se lancent dans la neutralité, et notamment des entreprises fortement émettrices. Et quand on voit la somme en fait, des projets, j'ai l'impression qu'ils vont commencer à planter dans le Groenland, dans la mer, etc. Et qu'il y a une limite. Et en plus, ça va créer une bulle en termes de prix. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments déjà de limite physique par rapport à ça? Est-ce que vous avez des éléments à nous donner? Et deux, sur la question de est-ce qu'il y aura bulle ou pas? Voilà, est-ce que vous avez des éléments? Très belle question. Oui, j'ai juste un élément de réponse. Clairement, je ne connais pas les chiffres exactement. Nous, dans tous les cas, on essaye de dire qu'il ne faut pas jouer avec cette limite. En fait, c'est à réduire à fond et pas aller regarder jusqu'à où on peut aller mettre du carbone dans le sol, dans l'océan, dans les arbres, partout. Donc, dans tous les cas, c'est pas aller jouer avec la limite de ce qui peut être capté, séquestré. Oui, ce qu'on sait, c'est que c'est pas non plus... on va pas pouvoir mettre des arbres partout. Les océans commencent à s'acidifier aussi. Enfin, il y a des changements de pratiques de réduction qui sont impératifs. Donc, on axe plutôt le discours là-dessus plutôt que de se dire ah c'est bon, il nous reste encore une parcelle de terre où on va pouvoir mettre du carbone. Donc, moi c'est tout ce que je pourrais apporter comme élément à la question. Juste pour dire que, alors je sais pas si ça répond complètement à la question, mais il y a quand même pas mal de discussions à l'heure actuelle pour plein de raisons qui ont été évoquées avant sur le fait que la compensation, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire ou le meilleur terme. C'est beaucoup critiqué parce qu'il y a le côté compensant plutôt que faire chez soi, ce qui est rarement vrai, hein. Souvent, les entreprises qui compensent, c'est quand même celles qui sont les plus engagées en interne, mais c'est une critique qui existe. Et puis surtout, effectivement, d'un point de vue purement physique, si tout le monde se met à compenser et en plus à viser une neutralité carbone en plus sur le scope 3, il y a un moment tout va se recouper et le concept de neutralité, de compenser, donc de soustraire des crédits à son bilan, donc un point de vue purement comptable, mathématiquement ça fonctionne tant que tout le monde ne le fait pas, mais ça ne marchera pas éternellement, quoi. Donc il y a beaucoup de discussions, sur passer en gros de compensation à contribution. Ce qu'il faut, c'est financer des projets. On a besoin de financement sur des projets de réduction d'émissions, sur des projets compatibles avec la trajectoire 1,5 degré, avec ce qui nous mène à une neutralité carbone. Il y a besoin de financement et il y a besoin d'avoir des projets qui ont un réel impact. Donc il y a besoin d'avoir des cadres de certification, quoi. Après, la question de est-ce que ces financements passent par de la compensation avec un objectif de neutralité comptable derrière sur Scope 3 des entreprises, ça c'est un peu la grosse question du moment et c'est pas sûr que ce terme dure éternellement, quoi, le terme de compensation. Je nuancerai un peu. Au niveau de la séquestration carbone, il y a vraiment un potentiel qui est
qui est grand. Il y a une étude de chercheurs suisses qui est parue la semaine dernière qui dit, qui a fait des analyses avec de l'intelligence artificielle pour savoir potentiellement combien d'arbres pourraient être plantés sur la planète. Et leur conclusion, c'était qu'en plantant 1,2 milliard d'arbres, qui est apparemment le potentiel actuel, on pouvait mitiger, aspirer 2/3 des émissions de carbone qu'a eu l'humanité depuis ses origines. Donc vraiment, il y a un potentiel qui est énorme physiquement. Et après, sur ces projets de séquestration, je pense qu'on est vraiment... c'est la seule véritable manière d'atteindre une neutralité carbone pour compenser les émissions incompressibles. Parce qu'effectivement, si on fait que des projets d'émissions évitées, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et puis on n'arrivera pas au niveau global à résoudre le problème et à atteindre la neutralité carbone. Et la neutralité carbone, on sait que c'est quelque chose qu'il faut qu'on atteigne à moyen long terme. C'est un objectif de l'accord de Paris, c'est pas simplement rester en dessous des 1,5. Donc voilà, je pense que la séquestration carbone est un peu l'avenir de la compensation, si on raisonne à un peu plus long terme, et qu'il y a du potentiel encore par des solutions naturelles comme les arbres, mais aussi il y a des techniques de séquestration carbone plus industrielles. D'ailleurs, à noter que, par exemple, en France, la neutralité carbone doit se faire sur des projets en France, non pas à l'étranger. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur les 20 € par tonne de carbone, là, pour savoir comment le prix était donc trouvé. Est-ce que c'est le prix auquel vous achetez les compensations ou est-ce que c'est un autre mécanisme? Et puis, ma deuxième question, c'est est-ce que vous envisagez des mécanismes incitatifs du style mon client compense 2 tonnes et Havas compense 1 tonne supplémentaire? Alors, voilà. Je vais répondre à cette deuxième question, puis Valérie va revenir sur le prix. Peut-être qu'on sera aussi aidé de Pure Projet sur cette fixation du prix. Alors, sur la partie compensation, là, moi, je parle pour mon agence, donc pour Havas Paris. Quand je présente le projet, j'ai la moitié des commerciaux qui me disent mais en fait, on n'obtiendra jamais nos clients qui s'engagent à ça si nous, on ne fait rien. Comment tu vas justifier que, en gros, que ça soit à eux de payer toute cette contribution solidarité climat? Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé nous-mêmes, en fait, de calculer sur la base de notre bilan carbone et de compenser, en fait, une partie donc, de notre fonctionnement. Donc nous-mêmes, nous devenons, j'allais dire, clients de solidarité climat. Et donc, sur la base du bilan carbone de l'agence et donc de son fonctionnement, on compense en fait une partie. Alors, ce n'est pas incitatif dans la logique que vous précisez, à savoir tu le fais et donc nous, on en paye une partie. Mais en tout cas, ça me... Donc ça, cette logique-là, on ne l'a pas, mais par contre, je peux avoir un discours sur nous aussi, on participe à vos côtés à, j'allais dire, financer les fonds qui servent à financer ces projets au Pérou et en France. Voilà. Donc je le fais une fois par an sur la base de notre bilan carbone. Alors sur le prix. Oui, alors nous, chez BETC, on est dans une démarche de réduction déjà de notre propre empreinte carbone. Donc ça, c'est un des arguments qu'on met en avant auprès de nos clients en disant qu'on est hyper engagés, nous aussi, dans cette démarche. Notre bâtiment est certifié EFINERGIE, HQE. On a une cantine qui est certifiée Resto Responsable par la Fondation de la Nature et l'Homme, enfin Nicolas Hulot maintenant on peut dire. Voilà, et en ce qui concerne nos propres, parce qu'on fait aussi énormément de ce qu'on appelle du pro bono, c'est-à-dire qu'on travaille, on fait des campagnes pour des grandes causes, et sur ces campagnes-là, donc qui sont financées par nous-mêmes, on applique aussi solidarité climat, bien entendu, sur la production. En ce qui concerne le prix, tu peux... Ouais, je pense que...
Bonjour, je suis Jules, donc j'accompagne Valérie et Nathalie sur le programme Solidarité Climat chez Pure Projet. On parlait tout à l'heure justement de co-bénéfices, de qualité du projet. Donc nous sur le Pérou, pour avoir un impact à la fois social, un choix des essences qui va permettre de ne pas créer en fait des forêts en monoculture, ce qu'on fait c'est qu'on a un prix de la tonne qui est aux alentours de 15-16 euros, ce qui nous permet de faire à la fois du monitoring, de la germination de plants et ensuite d'accompagner derrière de la formation de coopératives et d'agriculteurs. Pour leur éviter, on crée une activité en fait autour des forêts pour leur éviter de rentrer dans la forêt et donc de déforester. Là où Havas a été extrêmement ambitieux, et c'est notamment une des choses qu'on retrouve chez la plupart de nos clients, c'est moi je veux bien financer du Pérou, mais c'est très loin de mon activité puisque mes clients sont en France. Donc on est parti de ce constat à 16 euros sur le besoin qu'on a au Pérou, et on a rajouté en fait 4 euros sur des projets par tonne en fait sur des projets France. Donc Havas peut dire qu'il à la fois compense au Pérou et agit sur des projets de plantation d'arbres en France où on délivre en fait des certificats carbone sur le Pérou et des certificats de plantation sur des projets en France. Donc ce qui permet d'avoir le double. Donc Havas aurait pu se satisfaire de 16 euros et a voulu rajouter en fait par tonne 4 euros pour soutenir des projets en France. Juste pour compléter la réponse, sur le marché volontaire, il n'y a pas de prix de marché. On n'est pas sur un marché organisé avec une chambre de compensation et un cours qui varie de jour en jour. On est vraiment sur du gré à gré, en fonction de la qualité des projets, des volumes achetés. Les prix se négocient entre le développeur de projet et le client final. Donc on ne peut pas répondre sur le prix général du marché volontaire. Ça va de 2-3 euros à 16, 20 euros en fonction des qualités de projet et des besoins des clients. Sandrine Raffin, Link Up Factory. Concernant le label bas carbone, j'avais 2 questions. La première, c'est est-ce que vous êtes aussi en train de travailler pour essayer de mesurer l'impact de l'agriculture de conservation, sol vivant, dans la lignée du projet porté par Agrinium aussi? Et deuxièmement, est-ce que pourront être aussi financés l'accompagnement proposé, parce que au niveau agricole, les changements se font aussi par des actions de terrain. Donc si vous avez de bonnes méthodologies qui montrent l'impact, c'est comment arriver ensuite à ce que le secteur agricole, au-delà des coopératives qui peuvent faire des formations, mais donc est-ce que ces financements peuvent aller sur des associations comme Pure Projet, Earthworm et autres, qui accompagneraient justement ces dynamiques de mise en œuvre de l'agriculture de conservation, par exemple? Oui. Alors sur agriculture de conservation, plus généralement, en fait, il y a un groupe de travail qui s'est monté là, porté par nous, l'INRA et l'ADEME, pour faire en gros une méthode spécifique séquestration carbone dans les sols. Et donc dans ce groupe, il y a des gens comme l'APAD qui en font partie, et ça pourra donner lieu à une méthodologie spécifique, quoi. La prochaine réunion du groupe de travail est le 3 septembre, donc pour l'instant l'idée c'est plutôt de voir à quoi ça ressemblera. Je ne peux pas vous donner des éléments très concrets là tout de suite, mais en tout cas c'est l'objectif, et il y a des acteurs qui se mobilisent pour développer une méthode spécifique à l'agriculture de conservation, effectivement. Et sur le côté comment utiliser le revenu carbone, comme je disais, tout est possible en fait. C'est vraiment au mandataire de décider quelle est la façon la plus pertinente de l'utiliser, et ça peut être plus ça peut être utilisé pour de la vulgarisation, de la démonstration. Enfin, ça peut vraiment être utilisé de la façon dont le porteur de projet le souhaite, quoi. Et c'est pas forcément un revenu redistribué aux agriculteurs directement, parce que les prix sont quand même pas exorbitants, et à l'échelle d'une exploitation agricole, les réductions d'émissions ne sont pas non plus énormes. Donc la question se pose, est-ce que c'est vraiment pertinent en termes de revenus par agriculteur, ou alors plutôt l'utiliser de manière mutualisée, quoi. Mais voilà, ça tout est possible. Bonjour, moi ma question c'est sur le label bas carbone aussi. De ma compréhension, vous me corrigez si j'ai tort, c'est qu'on ne pouvait pas compenser en France à cause de l'unicité, parce que toute tonne séquestrée ou évitée en France était donc comptabilisée et vendue, disons, par la France, par les pays. Donc les entreprises ne pouvaient pas acheter des crédits de carbone là-dessus.
Donc, comment l'unicité, donc l'effet de vendre une tonne une seule fois, est prise en compte sous le label? Alors ça, c'est la question du double compte volontaire inventaire national, sachant que maintenant même les labels internationaux reviennent un peu quand même sur cette position. Là, le label volontaire, c'est très clair. En gros, c'est un outil au service de la stratégie nationale bas carbone. Donc c'est pas forcé, mais si les réductions d'émissions sont visibles dans l'inventaire, tant mieux, quoi. C'est vraiment un objectif pour... un des objectifs du ministère pour aller sur la trajectoire neutralité carbone en 2050 et inciter la séquestration carbone et réduction d'émissions, quoi. Donc là, si c'est visible, tant mieux. Et en fait, il n'y a pas de concurrence. Enfin, les crédits carbone qui sont générés, qui sont utilisés pour de la compensation volontaire, n'ont aucune valeur de conformité pour la France, quoi. Donc en fait, il n'y a pas de problème d'intégrité environnementale du fait d'à la fois générer un crédit carbone qui peut être utilisé de manière volontaire par une entreprise pour sa compensation et le fait que ce soit visible dans l'inventaire national, quoi. Ça pose pas de problème d'intégrité environnementale et le label dit très clairement que c'est un outil au service de la stratégie nationale bas carbone. Bonjour, moi j'avais une question plus pour Ecodev. En fait, on me pose beaucoup la question, et moi aussi je travaille pour une agence de communication concurrente à Havas, mais on est sur la bonne direction. Nous aussi, plein de clients s'y mettent, et donc on nous demande de compenser un maximum. Et quand on s'y intéresse et qu'on regarde, il y a de tout. Le prix de la tonne va de 3 à 30 à 35. À qui faire confiance, en fait? Et quels sont les labels? Qu'est-ce qui va me garantir que ça, c'est vraiment... Donc je peux passer par Pur Projet, si j'entends bien. Mais il y en a plein, Et donc, qu'est-ce qui va m'aider? Qu'est-ce qui peut me garantir que c'est du bon, c'est du vrai, c'est vérifié? Voilà, j'ai des petits avis, mais j'aimerais bien ici qu'on les partage. Merci. Bonne question également. Déjà, c'est une chose qu'on n'a pas forcément précisée. On a beaucoup parlé de compensation carbone liée à la forêt, à la plantation. Donc, ce n'est pas les seules typologies de projets. Et c'est ça aussi qui va avoir une influence sur les prix des projets. Vous avez il y a Jérôme qui se fait tout petit là-bas depuis tout à l'heure. Donc, Jérôme bosse chez Ecoac, qui est un confrère qui travaille sur la compensation. Tu pourras en dire un mot d'ailleurs, Jérôme, si tu veux. Ils ont développé un éco-score qui est en fait un système d'audit interne qui, selon des critères, va donner sur les co-bénéfices des projets un scoring. Donc ça a la valeur de leur éthique, de leur transparence et de leurs compétences. Chez Pur Projet, on n'a pas vu d'exemple à l'image, mais il y a aussi un radar qui est systématiquement défini sur l'impact en termes de changement climatique, de biodiversité, de valeur ajoutée pour les communautés locales. Et pour revenir sur la question des labels, oui, il existe différents types de labels. Ce qui ne change pas pour autant qu'on va retrouver des projets labellisés à un prix assez bas et des projets à un prix assez haut. Je pense que c'est aussi un peu comme chaque business finalement. Les crevettes à 2 € le kilo dimanche à 14 h sur le marché, c'est pas très conseillé. Et à l'inverse, des projets que vous allez retrouver à 15, 16 € la tonne ont tendance à être un petit peu plus qualitatifs. Et aussi, rien n'empêche d'aller creuser ce qui se passe derrière le projet. Donc, chaque projet qui est déposé et qui va délivrer des certificats carbone doit passer toute une démarche, de déposer un project design document qui va expliquer tout ce qu'il y a derrière. Vous pouvez avoir accès à ce type de document pour attester de la qualité des projets. Je ne sais pas s'il y a un complément. Oui, juste, je vais continuer à me faire un peu de pub, mais on est là pour ça en fait, complètement. Nous, on est en lien au maximum avec les opérateurs de la compensation. Sur notre site, on a un guide qui est très basique, mais qu'on soit particulier, association, entreprise, en fonction de vos besoins, de ce sur quoi vous voulez communiquer, ce qui vous intéresse, vous oriente vers des opérateurs. Donc ça, c'est la partie très automatique. Mais sinon, il faut nous contacter directement en fonction de vos besoins,
de ce que vous voulez faire. On essaye de réorienter au mieux ou d'indiquer vraiment ce qui correspond le mieux à ce que vous voulez faire. Donc oui, c'est complètement notre rôle avec Info Compensation Carbone. On est financé pour ça, donc voilà, on essaye de remettre ça en avant, il ne faut pas hésiter. Une dernière question pour rester dans le timing. Dans le prolongement, monsieur a demandé s'il y avait des outils qui permettaient un peu d'apporter de la confiance autour des labels. Moi, je voulais savoir s'il y avait des technologies qui permettaient, de manière un peu décentralisée, d'apporter cette confiance et donc sentir de confiance, de faire du reporting et d'avoir des vraies infos sur la réalité terrain. Et deuxième question plutôt économique. En tant qu'amateur, on imagine mal, parce qu'on parle de revenus, mais moi ce qui m'intéresse c'est la rentabilité, on imagine mal le poids des revenus entre les revenus générés par la PAC, la compensation carbone et la sylviculture en elle-même. Globalement, mes questions elles sont pour Pure Project, c'est ça. Sans douter. Sur la partie technologique, oui, il y a plein d'initiatives actuellement qui se lancent, notamment sur la traçabilité des filières, mais aussi sur le reporting des impacts et du carbone. Il y a le Gold Standard qui a lancé un organisme de certification qui s'appelle SustainCert, qui développe notamment des outils qui permettront d'automatiser un petit peu tout le schéma de certification carbone du Gold Standard. Nous, chez Pure Projet, on travaille aussi sur ces sujets, ça nous intéresse beaucoup. On a développé un projet pilote de blockchain. On a développé un outil qui permet de faire remonter des données et de géovisualiser l'ensemble de nos parcelles avec des informations qualitatives sur chacune d'elles, la mortalité, des photos et des informations qualitatives. Donc oui, la technologie a vraiment un rôle dans comment donner une efficacité dans tout le système de ce qu'on appelle MRV, Monitoring, Reporting, Vérification, et faire en sorte que ce soit plus efficace et que ça apporte plus de valeur à tout le secteur. Ensuite, sur le split par composant du prix, là malheureusement, c'est vraiment... j'ai pas de réponse claire là-dessus. C'est vraiment intangible. C'est en fonction des besoins du client, en fonction de la discussion qu'on va avoir avec eux, que ça va se déterminer. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'on est dans une démarche d'accompagnement, et c'est pour ça que l'in-setting, chez nous, c'était vraiment très important d'essayer de faire matcher tous ces co-bénéfices, tous ces impacts que peuvent avoir un crédit carbone avec ce dont a besoin l'entreprise. Et c'est vraiment ça, pour moi, qui détermine la valeur finale du produit final. Mais c'est pas facile, je pense que c'est pas pertinent de vraiment saucissonner les impacts et dire tel impact à tel prix, tel autre à tel prix. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Si, merci. Ouais. Bien, merci à tous. Si vous voulez continuer de manière informelle et qu'il vous reste encore quelques minutes, on peut se rejoindre à l'endroit où vous avez pris le café tout à l'heure pour terminer tranquillement. Merci.